Bonjour Frédéric, oui, je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Villon de Banveniste. Je suis l'auteur de 2 livres, notamment celui-ci, et d'un blog, The Innovation and Strategy Blog, et je m'intéresse à l'innovation et l'investissement. D'accord. Alors dans ton livre, c'est assez intéressant, tu parles donc de comment transformer la France en une terre de start-up. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment commence ton livre justement? Alors comment il commence il commence avec une lettre ouverte au président de la République. Dans ce livre, j'évoque qu'il y a une opportunité de création de valeur de 1200 milliards de dollars d'ici 2025. Mhm. Et ça correspond à 47% du PIB de la France. Donc c'est un enjeu économique tel qu'il est de nature à intéresser le président. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de lui envoyer une lettre ouverte par l'intermédiaire de ce livre. Alors justement, qu'est-ce que tu lui dis à notre cher président? Eh bien, je lui pose une question simple. Je lui demande, je lui fais le constat, il y a 1210 milliards de dollars en jeu d'ici 2025. Mhm. Quelle valeur est-ce qu'on va prendre sur ces 1210 milliards en jeu? Est-ce qu'on va prendre 1%, 10%, 50%, rien? Combien? Et justement, le but de ton livre, c'est expliquer comment on va avoir 100%. Comment on pourrait prendre une certaine partie, oui, peut-être 20% ou 25%. Alors, donc ton livre est vraiment centré sur la réussite de l'entreprise, la création d'entreprise, les startups. Justement, comment on fait pour être sûr que son produit va être un succès? Parce que je crois que c'est un des premiers facteurs d'échec d'une entreprise, c'est de ne pas être adapté à son marché ou pas comprendre son client. Alors dans la lettre au président, en effet, il y a une partie qui traite des difficultés de l'écosystème d'innovation en France. Et cet écosystème est paradoxal parce que d'une part, il se développe, il prospère, il est aujourd'hui celui qui attire le plus de capitaux en Europe. Et en même temps, il présente de nombreuses lacunes, dont une en effet est le fait de développer des produits qui n'intéressent personne et qui ne trouvent pas de marché. Alors justement, comment peut-on faire pour être sûr que son produit va être un succès? Eh bien, revenons-en directement à ça. Donc, en gros, j'ai imaginé une méthode et j'ai développé un outil. Donc, est-ce que tu souhaites que je parle? Ah bah bien sûr, montre-nous un petit peu le petit outil, la méthode, ton test, etc. Très bien. Alors, peut-être même avant ça, alors je m'excuse, c'est un peu désorganisé, expliquer pourquoi les startups échouent aujourd'hui. Et il se trouve qu'il y a CB Insights qui a fait une étude sur ce sujet, et on la trouve dans mon livre à la page 161, elle est ici. Et on voit que lorsqu'on interroge 253 startups qui ont connu l'échec sur les raisons de cet échec, on arrive à une liste de 20 explications. Il y a 20 causes. Maintenant, si on essaie de les catégoriser, chacune de ces 20 causes, on voit qu'il y a des causes qui relèvent de la connaissance du marché, qui expliquent à peu près la moitié des échecs des startups. Il y a des causes qui tiennent au manque de financement, qui n'expliquent que 15% des échecs des startups. Et il y a des causes qui tiennent à l'équipe de fondateurs, au team building, à l'entente entre fondateurs et investisseurs, qui n'expliquent, encore une fois, que 15%. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, le développement de la technologie en tant que telle ne fait pas partie des 20 raisons pour lesquelles les startups échouent. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que, je ne te l'ai pas dit Frédéric, mais je te le dis maintenant, moi, j'ai enregistré des conversations des innovateurs et des start-upers à leur insu pendant 6 mois. J'ai écouté ces conversations et 80% du temps qui est passé en réunion porte sur le développement de la technologie. Ouais. Alors même que la technologie n'est pas une raison pour laquelle les startups échouent. Donc, ce qui veut dire que 80% du temps passé en réunion est en fait hors sujet au regard de ce qui fait la réussite d'une startup. Donc, il y a ce premier diagnostic, c'est comment on fait pour développer un produit qui intéresse quelqu'un. Donc, ça, c'est pourquoi il faut s'intéresser à cette question. Maintenant, comment on fait pour développer un produit qui intéresse quelqu'un? Donc, est-ce que c'est la question que tu me poses maintenant? Oui, tout à fait. Comment on arrive à valider son projet, son produit, et être sûr que ça va être un succès? Alors, donc j'ai mis en place une méthode qui comprend 7 étapes, mais qui s'appuie sur un outil qui est présent dans chacune des 7 étapes de l'innovation. Alors cet outil s'appuie sur le test de Turing qui figure ici à la page 164 de mon livre. Et le test de Turing, comme on peut voir ici, c'est un test qui suppose l'existence de 3 salles. Dans la première salle, il y a un ordinateur qui veut se faire passer pour un être humain.
Dans la deuxième salle, il y a un être humain. Et dans la troisième salle, il y a un jury. Et Frédéric, on fait partie du jury tous les deux. Et on pose la même question à l'ordinateur et à l'être humain, mais on ne sait pas où se situe l'être humain et on ne sait pas non plus où se situe l'ordinateur. Et sur la base des réponses à la même question, on va essayer de distinguer, d'identifier l'humain de l'autre. Voilà. Et si on parvient à distinguer l'être humain du robot, c'est-à-dire que si on arrive à savoir où est l'être humain et où est le robot, eh bien, on peut démontrer que l'intelligence artificielle n'est pas au niveau de l'intelligence humaine, puisqu'elle n'arrive pas à se faire passer pour elle. Sur cette base-là, j'ai créé le test Benveniste, qui figure ici à la page 167 de mon livre. Donc, c'est juste une présentation générique. J'en donne les détails de manière plus approfondie tout au long de l'ouvrage. Mais dans le test Benveniste, c'est la même chose que le test de Turing. On demande à l'innovateur de se faire passer pour un client. Oui. Alors donc justement, ça c'est à chaque étape des 7 étapes pour sortir un projet qui va être un succès. Alors c'est quoi ces fameuses 7 étapes et à chaque fois on va utiliser ce test-là. Alors dis-nous un petit peu la première étape pour réussir sa startup. Alors la première étape consiste à s'intéresser à un marché qui est pertinent. Un marché pertinent, c'est un marché où il n'y a pas déjà Google, Amazon, Facebook qui sont des grands acteurs du digital. Donc c'est un acteur qui n'a pas encore connu, c'est un marché qui n'a pas encore connu de disruption digitale et où la digitalisation permet de faire des gains d'efficacité et donc de disrupter les acteurs établis qui sont dans un modèle économique qu'on pourrait qualifier de traditionnel ou de classique. Ouais, comme on disait tout à l'heure, par exemple dans le domaine de la musique, c'est compliqué en fait d'aller innover, disrupter parce que il y a, tu as dit, l'iPod qui est arrivé, il y a Spotify qui est arrivé. Donc pour aller disrupter les gens qui ont déjà un marché, il y a déjà des marques connues, il y a déjà une digitalisation, il faut vraiment utiliser par exemple des nouvelles technologies, on parle de la 5G, on parlera de la réalité virtuelle, enfin bref, il faut utiliser vraiment nouvelles technos, tandis que par exemple tu disais dans le bâtiment, où il y a très peu d'informatique, très peu en fait de numérisation, là il y a peut-être quelque chose à faire parce que justement c'est des industries qui sont encore entre guillemets en retard. Exactement, voilà. Et donc tu posais la question de comment on applique le test Benveniste. Donc ici, on demanderait à l'innovateur de se faire passer pour un analyste financier, quelqu'un qui connaît tous les différents secteurs économiques et financiers. Et si l'innovateur parvient à se faire passer pour un analyste financier, ça veut dire qu'il a une connaissance des marchés suffisamment approfondie pour choisir un marché qui est pertinent pour proposer une innovation digitale. Donc c'est la première étape de ma méthode d'innovation, c'est celle-là. Et la deuxième étape? La deuxième étape, et je dirais jusqu'à la quatrième étape, porte sur le fait de connaître son client. Donc connaître le quotidien de son client, connaître les problèmes de son client, c'est la troisième étape, et voir comment on peut améliorer le quotidien de son client par le moyen d'une innovation digitale. Donc là, ce qui est intéressant, et c'est un problème qu'on voit beaucoup par exemple à la station F, c'est que les innovateurs français ont tendance à ne s'adresser qu'à un segment de clients qui est très homogène et qui se ressemble à peu près tous. Donc c'est tous des gens du 13e arrondissement, ils ont tous 23 ans, ils adorent tous coder en Java. Mais aujourd'hui, si on regarde Google, si on regarde l'iPhone ou si on regarde d'autres réussites, l'innovateur doit cibler un marché de 500 millions d'individus, donc qui est composé d'Américains, d'Européens, d'Asiatiques, ou d'1 milliard d'individus. Et donc, dans le test Benveniste, on va voir si l'innovateur peut se faire passer pour un client français, un client américain, un client indien. Ou alors un jeune, un vieux. Un jeune, un vieux. Il y a des indices, on mesure un indice de diversité qui s'appuie sur des critères de diversité qui sont en effet fonction de la nationalité, de la génération, du genre et de la catégorie socio-professionnelle, etc. Et donc voilà, si l'innovateur parvient à se faire passer pour son client, mais une multiplicité de clients, pas juste des Français, des Parisiens du 13e arrondissement qui travaillent à Station F, et bien là on a une idée de ce que cet innovateur est capable de développer une innovation qui va intéresser un vaste marché. Donc c'est le sens de la deuxième, troisième et quatrième étape. Je me permets juste quelques remarques. La troisième étape consiste à trouver un vrai problème du client. Donc pas juste quelque chose qu'il aimerait faire pour s'amuser, mais une vraie difficulté qu'il a. Ouais. Et la quatrième étape, c'est l'innovation digitale doit améliorer le quotidien de son client. Et je me suis appuyé sur Peter Thiel, un des investisseurs dans Facebook,
pour dire que l'amélioration doit être d'un facteur de 10. Donc il doit améliorer de 10 fois. Ouais, c'est pas juste un peu mieux. Parce que souvent, c'est ce que disent les gens, ils ont sorti un service un peu mieux que bidule, on est plus ergonomique, on est plus simple, mais sauf que c'est pas différenciant, ça suffit pas. Il faut que ce soit 10 fois mieux. Ouais. Et je te rejoins sur le fait que les clients, il faut véritablement aller au profond, au plus profond de ce qu'ils veulent. Parce que moi, par exemple, quand j'ai sorti un dernier produit il n'y a pas très longtemps, je leur disais, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Ils disaient oui, peut-être, etc. Mais quand je leur disais, bon, si je vous donne 1000 euros maintenant, est-ce que vous achetez mon produit ou vous achetez autre chose? Et dans la plupart des cas, les gens disaient, non, moi, je préfère acheter un autre truc parce que ma priorité, c'est ça, ça, ça. Donc ça veut dire que votre produit n'est pas assez fort. Et puis après, dans la découverte des besoins, souvent, moi, j'essaye de poser la question avec, comme disait Eric Rice dans son livre Lean Startup, Ouais. poser les 5 why, 5 fois la question. Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous faites ça? Si on pose vraiment 5 fois la question, normalement, on va au fond des choses et on a la vraie réponse et le vrai problème des clients. Absolument. Donc, tout à fait. Alors la 5e étape, c'est quoi? La 5e étape porte sur le fait de développer une solution scalable. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer une solution. Alors, scalable, ça veut dire que On peut monter en puissance, quoi. on peut monter en puissance sans générer des coûts Qui sont proportionnels. qui sont proportionnels. Exactement. Donc, typiquement, Google est une solution scalable pour le moteur de recherche, mais Yahoo, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, n'était pas une solution scalable parce que c'était des personnes physiques, des employés, qui s'occupaient de hiérarchiser les contenus sur Internet. Mais lorsque les contenus sur Internet sont devenus très très denses et très variés et en grand nombre, eh bien, il fallait avoir un nombre d'employés qui soit proportionnel au nombre du contenu sur Internet. Et ça, c'était impossible de garantir la même profitabilité de Yahoo dans ces conditions. Ouais. C'est comme par exemple la télémédecine. La télémédecine ne fonctionnera qu'à partir du moment où il n'y a pas un médecin devant toi. Parce que souvent, c'est pas scalable. Faut que tu aies un médecin tout le temps derrière toi. Il faudra trouver un système où ça sera en fait quelque chose de plus automatique, un pré-traitement ou un pré-filtre, un petit peu comme un chatbot ou un bot classique, quoi. Exactement, ça c'est un autre exemple. Donc ça c'est la 5e étape. Puis la 6e étape porte sur le fait de séduire les investisseurs. Donc dans mon livre, j'évoque 4 modèles économiques. Le modèle économique des produits, celui des services, celui de la propriété intellectuelle et enfin celui des plateformes. Et on voit que le modèle économique de la plateforme offre un rendement du capital qui est 4 fois supérieur à celui des produits. Donc séduire un investisseur, ça demande notamment de développer une startup qui s'appuie sur le modèle économique de la plateforme. Et on demande notamment à l'innovateur de se faire passer pour un investisseur par le moyen du test benveniste. Et ça permet de valider qu'il a une compréhension approfondie de son business model et de l'intérêt pour l'investisseur. Et de l'intérêt de l'investisseur et de voir la startup non pas avec ses yeux d'entrepreneur, mais avec les yeux de l'investisseur qui lui cherche à accroître le rendement de son capital. Oui, parce qu'un investisseur, il investit dans 10 entreprises et sur les 10, il y en aura 8 qui vont faire faillite, il y en aura une qui gagnera un petit peu d'argent, il y en aura une qui gagnera beaucoup d'argent. Donc s'il met 1 million, il va devoir dire, c'est que 100 000 en fait qui vont être rentables. Donc il faut que la rentabilité des 100 000 soit suffisante pour gagner plus d'1 million, 1,5 million, voire 2 millions. Donc en fait, il faut lui donner un truc qui va être une cash machine et quelque chose qui va générer du business, quoi. Tout à fait. Alors les plateformes, justement, tu peux nous donner quelques exemples, hein, parce que les plateformes, c'est iTunes, c'est l'intermédiation, c'est par exemple Amazon, même si c'est pas qu'une plateforme. Mais... Oui, donc Jean Tirole, qui est prix Nobel de l'économie en 2014, définit le modèle économique des plateformes comme un modèle qui s'adresse à 2 marchés. Donc on appelle ça le marché biface, parce qu'il y a 2 faces. Typiquement, si on prend Uber, ou on peut prendre d'autres exemples, on pourrait parler... Ou Airbnb, on pourrait parler aussi d'iTunes d'une certaine manière. Sur Uber, donc l'application s'adresse à la fois au marché des gens qui veulent un déplacement, donc le consommateur final, qui veulent aller d'un point A au point B. Et par ailleurs, ça s'adresse aussi au marché des gens qui ont une voiture mais qui ne l'utilisent pas complètement. Donc c'est le marché des conducteurs. Et en fait, Uber, ça consiste à mettre en relation ces 2 marchés-là pour créer un service. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, on disait pour créer votre prochaine plateforme, il suffit d'aller regarder sur Leboncoin, sur eBay. S'il y a beaucoup d'annonces de gens qui cherchent un produit sur un autre produit,
c'est qu'il y a peut-être un marché. Si par exemple il y a des gens qui cherchent de la colocation, il y a peut-être un truc sur la colocation, Airbnb. Si jamais des gens qui cherchent à partir à un endroit et aller à l'autre, ben c'est par exemple ben Blablacar ou quel billet. Bref, essayer de trouver des gens où les gens essayent par des plateformes de se rencontrer et qui n'arrivent pas à trouver la bonne solution. Exactement. Alors c'est un modèle, peut-être un dernier mot, c'est un modèle qui offre un rendement des capitales supérieur aux autres parce que l'investissement financier ne porte pas sur la construction d'usines, comme c'est le cas pour les produits, ou sur la recherche et développement, comme c'est le cas pour la propriété intellectuelle, ou sur le fait de payer des très hauts salaires, comme c'est le cas du business model des services professionnels. Donc ça, c'était la 6e étape. Et donc, il y a une 7e étape qui porte sur le fait d'assurer le développement et la croissance de la start-up. Et là, on demande à l'innovateur de se faire passer pour un fondateur de licorne. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux en France sur comment on assure le passage de la start-up, parfois on appelle ça les scale-up. Et bon, il y a plein de sujets derrière ce sujet-là, mais l'un de ces sujets, c'est est-ce que l'innovateur souhaite vraiment personnellement développer une licorne. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup de fondateurs qui en fait vont chercher à revendre leur start-up dès que celle-ci a atteint un certain chiffre d'affaires. Et donc ils prennent leur gain à un moment donné de maturité. C'est vrai que je connaissais comme ça un fondateur, Dominique Mangiatordi, qui a créé par exemple Pick Me Up. Là, il crée en fait une autre application. Et c'est vrai qu'il se base sur la gamification, qui est son secteur clé. Et en fait, il a revendu ses sociétés assez rapidement parce qu'en fait, il a la bonne idée, il trouve la personne qui trouve son produit complémentaire en fait au produit qu'il a, par exemple Efficie. Et donc ils ont racheté l'application et hop, lui il a créé après une autre société. Et c'est un petit bond comme ça, tac, 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 et il revend à chaque fois ses sociétés avant que, dès qu'il y a un niveau de profitabilité intéressant. Voilà. Alors je crois qu'on est arrivé aux 7 étapes. À la fin, je crois qu'on repart encore sur une lettre. Alors dis-moi un petit peu sur quoi se termine ton livre. Exactement. Donc, à la fin du livre, comme au début du livre, je me permets de m'adresser au président de la République. Je lui dis qu'on pourrait créer une école, qui soit l'école nationale d'innovation. En France, on a des écoles qu'on appelle des grandes écoles. Donc, on a l'ENA, on a des écoles d'ingénieurs, donc Polytechnique, Centrale et d'autres. On a des écoles de commerce aussi, HEC, ESSEC et ESCP. Et en fait, le problème de ces écoles, c'est qu'on y enseigne l'efficacité. Et le problème de l'efficacité, c'est que c'est améliorer l'existant, mais l'innovation demande un saut dans l'inconnu. Donc ça demande d'enseigner ce qui tourne autour de l'imagination et de la création. Alors bien sûr, l'efficacité reste très importante parce que on peut avoir une idée très bien et ensuite ne pas parvenir à la mettre en œuvre. Ouais, une idée c'est bien, mais la réaliser c'est ce qui est essentiel. Alors en fait non, parce que comme on voit dans CB Insights, en innovation, il n'y a pas un problème d'exécution. Ouais. Il y a un problème de trouver un vrai problème de marché. Ouais, exactement. Il faut que ça apporte suffisamment de valeur, qu'il y ait un vrai problème à résoudre, qu'il soit solvable, etc. Ça, c'est très important parce que pendant très longtemps, on a cru que l'innovation pêche à cause d'un problème d'exécution. Et il me semble que maintenant, les grandes entreprises établies s'inspirent beaucoup des méthodes d'innovation pour se transformer elles-mêmes. Ce qui veut bien dire que l'innovation ne souffre pas d'un problème d'exécution, mais un problème de découverte d'un problème grave, mondialement partagé, et urgent, et important, et pouvant déclencher un acte d'achat. Donc, pour traiter cet enjeu-là, j'ai imaginé de créer une école que j'appelle l'École nationale d'innovation, donc l'ENI, un peu comme l'ENA, mais dont la vocation serait de traiter spécifiquement des enjeux de l'innovation. Je le dis parce que dans ces écoles, les grandes écoles dont on a parlé, on traite de l'innovation, mais c'est un peu la 5e roue du carrosse. Et on ne la traite pas en tant que telle. On est dans une démarche opportuniste et pas dans une démarche de fond. D'accord. Alors justement, si on veut en savoir plus et acquérir ton livre avec cette méthode en cette étape, on va sur quel site internet? Il y a plein de sites internet. On peut aller sur Amazon, on peut aller sur la Fnac, on peut aller dans les magasins Fnac, on peut aller dans beaucoup de librairies indépendantes. Voilà. Ok, merci pour tout et à bientôt. À très bientôt. Merci.